je suis Nathanaëlle, je vais avoir 33 ans et je suis jardinière semencière dans le Berry depuis à peu près une dizaine d'années. J'ai créé cette association qui s'appelle Potager Gourmand il y a maintenant un petit peu plus de 3 ans. Parce que je suis convaincue de la nécessité de préserver toutes nos variétés traditionnelles de plantes. Alors, ce métier de jardinière semencière consiste à reproduire les variétés de plantes sur un cycle complet, c'est-à-dire de la graine que l'on sème à la graine que l'on récolte. Ça demande, je dirais, d'être très observateur et de savoir faire pousser de beaux légumes, de veiller au bien-être des plantes. Il me semble à notre époque qu'il est primordial de protéger toutes ces variétés qui sont menacées, comme on peut le deviner, par tous les lobbies industriels qui cherchent à nous faire avaler toujours les mêmes produits qu'ils vont fabriquer dans des laboratoires. Et je pourrais dire aussi qu'à cause de ces personnes-là, on a une perte de la diversité autant autour de nous dans la nature que dans nos assiettes, qui est vraiment très importante. On estime avoir perdu déjà environ 80% de la diversité végétale qui existait il y a encore un siècle. À force de standardisation et de transformation sur les variétés de légumes, on a perdu beaucoup au niveau de la saveur, au niveau de la qualité nutritionnelle. On a privilégié la quantité au détriment de la qualité, ce qui est bien dommage. Et c'est vraiment pour cette raison principalement que je pense que ce travail est essentiel. Je pense que c'est le sens de ma vie sur Terre. Donc je ne me pose pas la question de pourquoi je l'ai choisi. C'est naturel, c'est venu, c'était une évidence. On pourra bientôt dire qu'on est en bio puisqu'on a fait une demande de certification chez EcoCert. Alors comme on a déjà commencé à travailler les terres 1 an avant de demander la labellisation, on est en reconversion, donc on n'est pas en bio directement, ça demande 3 ans avant de l'être officiellement. La première année, je n'ai rien le droit d'afficher à part de le dire de personne à personne que nous sommes en cours de labellisation, mais je n'ai le droit de faire aucun affichage. À partir d'avril l'année prochaine, je serai officiellement en reconversion et la 3e année, nous aurons le label bio. Au niveau du jardin, il a la capacité de neutraliser l'acidité dont se servent les champignons pour pousser. Donc j'ai trouvé que c'était une très très bonne alternative aux produits phytosanitaires. En tout cas en ce qui concerne toutes les maladies cryptogamiques et donc qui sont dues à des champignons. Le bicarbonate de soude est un produit que l'on peut utiliser pour tout au niveau du jardin aussi. C'est-à-dire qu'il ne va pas me servir uniquement à prévenir et à traiter le mildiou des tomates. Je peux également prévenir et soigner l'oïdium sur les cucurbitacées, ainsi que toutes les autres maladies qui peuvent attaquer le jardin. Ça marche sur les rosiers, sur les arbres fruitiers. Donc c'est vraiment une panacée, je pense, à avoir dans sa cuisine et dans ses placards de jardin. C'est très bien. On a plutôt de bons rapports dans l'ensemble. Alors c'est vrai que, de par le fait que nous, on est quand même une ferme portée sur l'environnement et la biodiversité, on a assez peu d'amis agriculteurs en conventionnel. C'est pas qu'on n'a pas envie, mais c'est que dans nos relations, naturellement, la plupart des gens qu'on côtoie sont en bio, en naturel ou ont moins un certain rapport à leur terre. Avec les maraîchers, tous les petits maraîchers bio du coin, on s'entend très très bien. L'année dernière, on était 3 à partager un stand commun sur le marché du village. On se rend des services, on se voit occasionnellement. Ça se passe plutôt bien. Alors après c'est pareil, comme nous avons des animaux, eh bien, il y a aussi d'autres matières premières que nous ne produisons pas sur place, qu'évidemment on préfère les acheter en bio quand on arrive à en trouver.
Donc quasiment toute l'alimentation de nos animaux, ainsi que les fourrages, paille et foin, nous les achetons à des petits agriculteurs locaux qui sont eux aussi en bio. Alors bienvenue dans le monde de l'illusion et du mensonge de la société. La culture OGM n'est pas totalement interdite, c'est pas vrai. En fait, ce qui est interdit, c'est la culture des légumes, ou des céréales, puisque là, on va parler plutôt de céréales, notamment pour le maïs de chez Monsanto. La culture transgénique est interdite. Mais chez les OGM, vous avez 3 classes d'OGM. Vous avez la transgénèse, on transforme le gène de la plante en y ajoutant le gène d'une espèce animale ou végétale complètement différente de elle-même. Ça, c'est la transgénèse. Cet OGM-ci est réellement interdit. Ensuite, vous avez la mutagénèse. La mutagénèse, déjà n'est pas régie par les lois. Donc, c'est-à-dire que vous avez des grands champs de maïs, par exemple en France, vous avez des petits panneaux pionniers avec un numéro de CI. Ce maïs, il y a de fortes chances pour que ce soit un maïs OGM mutagéné. La mutagénèse consiste à soumettre la graine de la plante à une pollution très forte afin qu'elle mute pour y résister. Ça fonctionne surtout avec les pesticides. Ils vont être bombardés de pesticides pour que les survivants se renforcent, ils vont muter génétiquement. Ça, c'est la mutagénèse et ce n'est pas interdit par la loi. Et puis vous avez aussi l'OGM médical, mais là on est dans un autre registre qui va consister plutôt à recréer des cellules pour apprendre à recréer des organes et des choses comme ça, mais là on est dans un autre domaine. Alors effectivement, Monsanto a une entreprise en France, puisqu'ils vendent quand même des semences, ils en stockent, et puis ils réceptionnent beaucoup puisque les animaux des grands élevages de France sont nourris à plus de 70% avec des céréales OGM qui sont là plutôt transgéniques et qui viennent principalement d'Amérique latine, mais pas que. Et vous avez un autre organisme qui est beaucoup moins connu que Monsanto mais qui fait pas moins de dégâts, qui s'appelle l'Imagrain. Donc en France, vous avez des OGM, voilà, et on ne vous le dit pas. Et en plus, il n'y a aucune obligation d'étiquetage au niveau des produits. Donc si vous voulez avoir la certitude de ne pas manger d'OGM, alors déjà vous avez le choix de pouvoir acheter du bio, parce que le bio a au moins cet avantage de garantir que les produits sont cultivés sans semences OGM. En tout cas moins de 0,9% qui est la norme autorisée à cause évidemment des contaminations par les agriculteurs voisins, puisqu'évidemment la nature, le vent, les abeilles, tout ça fait qu'il y a un échange qui se crée quand même naturellement, et malheureusement les agriculteurs en bio ne vont pas non plus se mettre à cultiver dans des dômes hermétiques, ce serait complètement ridicule. À mon sens, le brevet sur la semence et sur tout ce qui est vivant et qui est à la base le fruit de la nature, pour moi c'est un non-sens, étant donné que ça va profiter à une poignée de gens qui se veulent être les propriétaires de toutes les ressources sur Terre et qui cherchent à nous privatiser de nos droits fondamentaux d'accès à nos besoins primaires. Manger étant un besoin primaire, bien manger si possible. La conséquence de ces brevets sur les semences, c'est que nous, la population, risquons de ne plus avoir accès aux variétés naturelles, aux variétés ancestrales. Certaines sont même censées ne pas exister sur Terre puisqu'elles ne sont pas inscrites dans leur catalogue. Donc, comme elles ne sont pas inscrites, elles sont considérées comme n'existant pas. La première conséquence, c'est notre dépendance, le manque de liberté. On commence à être habitué maintenant, hein. Ils nous font ça en douce, petit à petit, ils nous suppriment une autre liberté, puis une autre. Et là, on en arrive à la privation de notre besoin essentiel.
Dans le manuel de chez Cocopelli, alors je ne me souviens pas des chiffres exacts, mais quand on parlait il y a un siècle des vertus d'une salade dans ses composés chimiques et bons pour notre organisme, on trouvait des taux élevés de magnésium, de calcium, de fibres, etc. Aujourd'hui, ces taux d'éléments nécessaires à nos organismes sont en chute libre. Donc on a perdu le goût, on a perdu la nutrition, on nous fabrique des aliments malades, on crée des plantes dans les terrains qui sont malades, qu'on donne à manger à nos animaux, donc on a des animaux qui sont malades. Ensuite, on va manger ces animaux quand on n'est pas végétarien, on va être nous-mêmes malades, et puis on va ensuite aller acheter les médicaments dans les pharmacies qui viennent de laboratoires qui appartiennent aux mêmes personnes qui fabriquent ces plantes qui nous rendent malades. Donc il ne suffit pas d'avoir fait des grandes études pour comprendre tout ce que cela implique humainement dans notre société. J'ai pas de définition réellement du développement durable, mais je pense que ça doit passer par la paix. Et la paix que l'on devrait être capable de trouver chacun au fond de nous. Je crois que quand on n'a pas ça en nous, de toute façon on ne peut pas parler de développement durable, puisque dans le développement durable, il y a le partage, il y a l'entraide, il y a l'harmonie. Je pourrais dire que ce mode de vie me rend heureuse, d'être dans les éléments, de sentir le vent et d'écouter les oiseaux, de pouvoir me lever, me mettre sur la terrasse en regardant le jardin, en voyant qu'il est plein de vie et qu'il a donné un sens à ma vie et qu'en retour, je souhaite donner quelque chose à la vie. De par ce travail, je peux dire que ça me rend heureuse. La magie, l'âme agit.